Directive première, un ensemble de règles indiquant la conduite à tenir entre les races extraterrestres dans l'espace. Qui l'a créée? Pourquoi? Quelles sont ces règles? Cette loi permet-elle de s'approcher de nous sur Terre? Que dit exactement la directive première? Aujourd'hui, nous parlerons de tout ce qui est relié à cette loi primordiale, pour comprendre un peu plus le comportement de nos familles stellaires, et pour parvenir à mieux saisir notre situation dans la vie et dans l'univers. Bonjour Svarou. Je suis très heureuse de pouvoir discuter avec toi. Moi aussi. Je suis très heureuse de pouvoir discuter avec toi. Avant de commencer, je me suis rendu compte que nous n'avions pas encore dit qui tu étais plus précisément. Pourrais-tu te présenter un peu s'il te plaît? Tout le monde ici à bord du vaisseau a son rôle et son titre officiel. Moi en ce moment, je n'en ai pas. On pourrait dire que je suis une guide, derrière le leader. Ok, merci Svarou. Maintenant, pourrais-tu m'expliquer d'où vient la directive première, s'il te plaît? Qui l'a créée? La directive première fait partie des lois et des normes primordiales qui ont été créées lors de la formation de la Fédération, il y a entre 850 000 et 900 000 ans, selon le temps linéaire de la Terre. Il s'agit d'un ensemble de règles pour empêcher une race stellaire d'interférer avec une autre civilisation dans un état de développement inférieur. Que ce soit intentionnellement ou accidentellement. Quelle fédération? Qu'est-ce que c'est? La Fédération des Planètes Unies est un groupe ou une organisation coopérative de près d'un demi-million de races et de civilisations stellaires. Elle a été créée suite au besoin de coopérer et de former une alliance à l'époque de la grande expansion lyrienne, lorsque d'innombrables races, dont la nôtre, ont été exterminées par le Conseil d'Orion et ses membres, pour la plupart de type reptilien. Le Conseil d'Orion, ce sont les reptiliens? Oui, à l'époque, le Conseil d'Orion était complètement négatif. Mais maintenant, presque 2 millions d'années après sa création, les dirigeants originaux du Conseil d'Orion sont devenus des êtres bons et positifs, qui sont nos amis et qui aident à l'ascension et à la libération de la Terre. Je parle ici des reptiles suprêmes, les alpha draconiens, dragons. Donc les alpha draconiens sont maintenant positifs, c'est ça? Pas tous, mais au moins dans ce cadran de la Voie lactée. Tiens compte du fait que les draconiens, ou dracos, sont une espèce et les alpha draconiens en sont une autre. Ok. Mettons cela de côté pour le moment. Pour en revenir à la directive première, quel ensemble de règles ont été établies? La loi de la non-ingérence en est une. Quelles sont les autres? Il y en a d'autres, mais elles sont moins importantes maintenant, comme les règles pour le commerce, la migration et les couloirs de voyage pour les vaisseaux spatiaux. Bonjour tout le monde. Ici, je voudrais souligner un point très important. La directive première, comme vous le savez, car il y a beaucoup de fans de Star Trek, est apparue dans cette série, mais il faut insister sur quelque chose de super important ici. La directive première est quelque chose de réel, et c'est sur cette réalité qu'a été créé le concept de la directive première dans la série Star Trek. Ce n'est pas l'inverse. La directive première existe, elle est réelle et c'est à partir de là qu'ils ont eu l'idée de la mettre dans la série. Écoutez maintenant ce que Svarou m'a dit à ce sujet. Maintenant, il faut mentionner que la directive première est déjà connue sur Terre, mais que la Kabbale l'a cachée dans la saga Star Trek. De nombreux chercheurs sur Terre savent déjà que la directive première est très réelle. Par exemple, Dolores Cannon le savait. Nous, depuis ici, nous savons que l'existence d'une directive première à Hollywood est destinée à ce que la divulgation de la vraie soit discréditée. Sur ce point, il est important de souligner que le concept présenté par Hollywood vient de la réalité, et non l'inverse. Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek,
a été dans une retraite spirituelle à la fin des années 1950, où il a parlé avec une femme pléiadienne qui lui a donné les concepts de base pour Star Trek. Plus tard, Leonard Nimoy lui-même, qui est l'acteur dans la série avec le rôle de Spock, a avoué que certaines personnes très étranges lui avaient expliqué tout cela, et lui avaient dit que la série et les films de Star Trek avaient été mis en œuvre pour habituer les gens aux extraterrestres, et pour contrôler l'image de la Fédération dans la perception du public. Les élites de la Kabbale ont promu Star Trek, car cela fait rêver le public, tout en étant similaire à la vraie Fédération galactique. Ceci étant basé sur leur principe de cacher les choses tout en les mettant sous les yeux des gens, pour des raisons ésotériques, métaphysiques et karmiques. C'est ainsi que fonctionne la Kabbale. Ils doivent tout dire aux gens et c'est ce qu'ils font, mais ils le font avec du contrôle mental pour que les gens interprètent tout différemment. Et ce n'est pas seulement au niveau de Star Trek, mais à tous les niveaux de la société. La Kabbale doit révéler aux gens tous ses plans, parce qu'elle pense que de cette façon, ce sont les gens qui accumuleront du karma négatif et pas elle. Ok, tu dis qu'ils doivent tout dire aux gens. Pourquoi doivent-ils le faire? Qui les oblige? Les lois métaphysiques qu'ils observent, qui sont aussi reliées aux lois qu'observent d'autres races extraterrestres, et qui ont un rapport direct avec la directive première. Mais les élites les modifient et les déforment pour leurs propres objectifs. Qui met tout ça en mouvement? Les lois métaphysiques, les lois karmiques, etc. C'est très ancien et ça vient de l'autre côté, du monde des esprits. Et ça s'applique autant à la matrice naturelle 5D, qu'à la matrice artificielle 3D, et à leur jeu d'incarnation. Les lois du monde physique, comme la directive première, et les lois métaphysiques, sont reliées entre elles. La directive première est basée sur des lois métaphysiques, sur les accords que nous avons tous conclus de l'autre côté avant l'incarnation. Des accords sur comment les choses devraient être de ce côté dans le physique. J'ai eu le privilège de pouvoir lire ce document. Sfarou me l'a envoyé, traduit en langue humaine. Et je peux donc partager avec vous ce que dit cette directive première. La directive principale est de servir de guide et de modèle moral, éthique et juridique. La directive première s'applique immédiatement à toutes les cultures de n'importe quelle planète qui n'ont pas encore atteint la capacité des voyages interstellaires, et qui n'ont pas encore établi de relations continues et organisées, avec une culture interstellaire externe évoluée. Rien dans ces articles n'autorisera le personnel de la Fédération des Planètes Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence interne, locale ou privée de n'importe quel autre système social planétaire, ou n'exigera des membres qu'ils soumettent de telles affaires à un règlement de n'importe quel article de la Fédération. Le droit de chaque espèce sensible de vivre conformément à son évolution culturelle, normale et biologique, étant considéré comme sacré, aucun membre ou personnel de la Fédération ne peut interférer avec le développement normal, autonome et sain de la vie, de la société et des cultures étrangères. Une telle interférence comprend l'introduction de connaissances, de forces ou de technologies supérieures dans une planète ou un monde dont les membres et la société sont incapables de gérer ces avantages avec sagesse, à en juger par leur niveau actuel de développement évolutif spirituel, moral et technologique. Le personnel de la Fédération ne peut pas violer cette directive première, à moins qu'il n'agisse pour corriger une violation antérieure ou une contamination accidentelle de ladite culture. Cette directive a la priorité sur toute autre considération et elle comporte la plus haute obligation morale et éthique. La Fédération ne peut pas exposer une espèce ou une culture en évolution à une technologie que l'espèce n'a pas encore découverte ou qu'elle n'est actuellement pas capable de développer et d'utiliser. Il est interdit d'entrer en contact ou d'interférer avec des races moins évoluées, à moins qu'elles ne soient menacées par une source extérieure.
Dans ce cas, le personnel de la Fédération a l'obligation morale d'évaluer la situation, afin de déterminer la marche à suivre la plus adéquate. L'échange et l'implantation de technologies qui vont au-delà de la capacité d'évolution de la race la moins développée, sont interdits ou réduits au strict minimum. La transmission de connaissances spirituelles et morales doit également être limitée à un minimum strict et nécessaire, en utilisant seulement les méthodes et les dispositifs de communication qui sont au niveau actuel de compréhension de la race la moins évoluée. Il est interdit d'interagir ou de communiquer avec tout résident natif d'une planète ou d'une culture moins évoluée, avec tout dispositif, appareil, machine, outil, arme ou invention qui représente une amélioration par rapport à la science et à la technologie qui existent déjà sur cette planète. Alors c'est intéressant, non? Ce document m'a paru très intéressant, et après l'avoir lu, plusieurs parties ont fait naître en moi beaucoup de questions. Je vais donc partager maintenant avec vous mes questions sur certaines sections de cette loi, et les réponses de Sfarou. Notre discussion continue maintenant. J'ai un gros problème pour comprendre le point dans la directive qui interdit d'interférer dans nos affaires, alors qu'il est clair que des races extraterrestres ont été ici avant, enseignant, partageant, donnant de la technologie, inspirant. Et certaines ont même manipulé notre génétique. Alors comment tout ça rentre dans le cadre de la loi? La manipulation de la génétique se produit tout le temps, alors ça, mets-le de côté pour l'instant. Le fait de partager de la technologie et des enseignements peut se faire grâce à des astuces qui permettent de contourner la directive. Une de ces astuces est par exemple le fait que maintenant, je transmets cette information à quelqu'un qui est Starseed, donc pas vraiment d'origine humaine, et que pour te parler je passe moi-même par un ordinateur humain, donc une technologie qui est originaire de votre planète. Nous devons aussi admettre que la directive première n'a pas été ou n'est pas toujours respectée. Car l'influence et le contact direct ont déjà eu lieu. Un exemple de cela est Rachel de Temer, qui a rencontré physiquement le président Eisenhower, pour essayer de lui faire comprendre des choses en face à face. Ok. Maintenant j'ai une question sur une autre partie du document, s'il te plaît. Il mentionne, comme le droit de chaque espèce sensible à vivre en accord avec son évolution culturelle, naturelle et biologique, est considéré comme sacré. Cependant, d'après ma compréhension et d'après ce que tu m'as dit, notre évolution ici sur Terre n'est pas notre évolution culturelle normale. Ce rythme particulier d'événements nous a été imposé, si je peux le dire ainsi. Nous avons été piégés contre notre volonté et contre notre évolution naturelle. Est-ce aussi pourquoi certains d'entre vous pensent qu'il est acceptable, par exemple, de nous parler directement? Comme ce que nous faisons maintenant? Parce que sinon, on pourrait voir ça comme une sorte d'interférence. Non? Tu as raison. Et c'est aussi l'une des justifications légales les plus importantes qui permettent à nos forces d'être présentes ici, pour aider à corriger ces problèmes sur Terre. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles n'y paraissent. Parce qu'à un certain niveau, les humains sont manipulés par une race intellectuellement supérieure qui joue avec eux. Mais à un autre niveau plus profond, les âmes s'incarnent sur Terre pour avoir cette expérience, comme une épreuve qui consiste à retrouver le chemin du retour à la maison, malgré la manipulation, et à se rappeler de qui ils sont, afin de battre les manipulateurs à leur propre jeu, etc. Oui. Je comprends. Il y a beaucoup d'âmes qui sont ici pour de nombreuses raisons différentes. Et dans certains cas, elles veulent expérimenter la limitation. Ceci est également lié à ce dont nous parlions un peu plus tôt. À un niveau métaphysique profond, tout est la création de la propre conscience. Dans quelle mesure les choses que nous vivons, ou même la matrice, sont-elles imposées ou auto-imposées? Et même l'expérience d'être submergé dans quelque chose d'imposé, pourrait être auto-imposée. C'est très complexe. Oui, c'est très complexe. Au départ, la matrice artificielle a été imposée sur Terre, mais ensuite les Starseeds sont arrivés et maintenant ils modifient la matrice depuis l'intérieur. Donc cette partie-là est auto-imposée. D'autant plus que certains Starseeds viennent pour saper et changer le système depuis l'intérieur, mais que d'autres ne viennent que pour l'expérience personnelle. D'ailleurs,
Ne t'attends pas à ce que ces derniers se réveillent bientôt à tout moment, parce qu'ils adorent cette expérience sur Terre. Ce point ici est assez difficile à comprendre, et pour les Taïgésiens c'est compliqué de pouvoir prendre les bonnes décisions par rapport à ça. Car d'un côté, depuis une certaine perspective, la matrice est imposée, c'est quelque chose de forcé, nous sommes manipulés à croire certaines choses. Donc dans ce sens, la matrice nous est imposée, et nous sommes sous le contrôle de cette matrice artificielle. Et d'ailleurs, je vais parler de ce sujet très bientôt, de la matrice 3D et aussi de la matrice reptilienne qu'il y a à l'intérieur. Donc, d'un côté c'est quelque chose d'imposé, mais d'un autre côté, depuis le niveau de la conscience plus expansé, depuis un niveau plus élevé où la conscience créatrice manifeste toute la réalité, et nous parlerons de ça aussi, il y a tellement de sujets à aborder. Donc depuis ce niveau, on peut dire que tout ce que nous vivons et expérimentons relève de notre volonté. Car la conscience peut avoir autoprogrammé certaines expériences, y compris les expériences qui peuvent paraître négatives et imposées par d'autres êtres. C'est pour ça que les Taïgésiens, en étant là-bas dans la 5D, où ils ont une vision plus ample de tout cela, et de toutes les lois métaphysiques qui sont derrière la réalité, ils se rendent compte que ce n'est pas toujours aussi facile de décider quand ils peuvent intervenir et quand ils ne le peuvent pas. Nous ici sur Terre, les choses nous paraissent noires ou blanches, négatives ou positives. Nous sommes très divisés par la dualité. Mais eux depuis là-bas, ils ont une vision plus expansée, et même les expériences qui, à nous semblent imposées et négatives, pour eux et pour beaucoup de races, ce sont des expériences souhaitées. Donc pour eux c'est très difficile de prendre une décision et de déterminer jusqu'à quel point, quel degré, ils peuvent interférer et aider, et dans quelle mesure ils entraveraient la décision de la conscience plus élevée qui, elle, veut générer cette expérience et la vivre. Alors, il faut reconnaître qu'ils sont dans une situation très difficile et que par conséquent, ils sont toujours jugés de tous les côtés. Donc nous devons nous montrer compréhensifs par rapport à cette situation. La matrice 3D est un jeu, dans le sens où c'est ludique pour l'âme, mais à un autre niveau au-dessus, en 5D, il y a encore de la matrice et un autre jeu. Il y a des jeux à l'intérieur d'autres jeux. Notre matrice est à l'intérieur d'une autre matrice. Eux-mêmes l'admettent. Svaru m'a dit que la 5D est un autre niveau, une autre couche de matrice, même s'ils sont plus proches de la source. Mais d'une certaine manière, c'est un autre type de matrice, qui est naturel. Et nous parlerons aussi de ce sujet. Voilà, donc la situation est très complexe, et il faut les comprendre, d'autant plus qu'ils n'ont pas toujours l'air d'intervenir, comme nous aimerions qu'ils le fassent depuis notre niveau du jeu. Maintenant, revenons à mon échange avec Svaru, car ça continue. Ok. Alors, étant donné que tu as dit que l'on peut parfois enfreindre la directive première, explique-moi comment ces règles de non-ingérence ont parfois été enfreintes ? Pour nous et pour les autres races, la directive première est un ensemble de règles qui nous guident. C'est une philosophie et non une loi inébranlable. C'est flexible et ceux qui entrent en contact avec des humains peuvent prendre l'entière responsabilité de contourner une de ces lois. Nous considérons la directive première uniquement comme un guide, une philosophie, et non comme un dogme. Donc elle peut être enfreinte. Dans quelles circonstances peut-on l'enfreindre ? Quand on sait qu'il en résultera quelque chose de positif pour le bien commun de tous. Mais le fait de pouvoir évaluer si c'est bon de l'enfreindre ou non est un sujet très délicat. Rappelle-toi qu'à un certain niveau, il est justifié d'intervenir sur Terre en faveur des personnes qui souffrent clairement, mais qu'à un niveau métaphysique plus profond, si nous intervenons, nous allons à l'encontre de ce que souhaitent les âmes de ces mêmes personnes d'un point de vue plus ample. Je comprends. L'avez-vous déjà enfreinte par rapport à la race humaine ? Je veux dire vous, les Pléiadiens de Taïgéta ? Nous l'avons enfreinte tellement de fois qu'on ne peut même pas les compter. Et avez-vous été jugé pour cela par ceux qui sont responsables de cette loi ? L'organisme chargé de superviser cette loi est le siège de la Fédération des Planètes Unies. De la même façon, le Conseil d'Orion fait cela à son niveau depuis son quartier général. Le siège de la Fédération suit-il aussi la directive première ? Ou ont-ils leur propre loi ? La loi est respectée des deux côtés. Ok. Le document déclare également
il est interdit de contacter ou d'interférer avec des races moins évoluées, à moins qu'elles ne soient menacées par une source extérieure. Or, nous avons bien une menace extérieure. Les reptiliens. N'est-ce pas ? C'est exact. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas interférer encore plus directement ? Je veux dire d'une manière plus directe en aidant à effacer la matrice ici. Je demande juste. Nous interférons, et beaucoup. Et tous les jours, y compris maintenant avec toi, c'est une sorte d'interférence. Il y a des vaisseaux qui patrouillent activement dans vos cieux, mais le problème c'est que les gens ne les voient pas. Et même ainsi, nous ne pouvons pas tout résoudre. Cependant, la matrice est en train de se briser très rapidement. Les choses doivent être faites une étape après l'autre pour une bonne raison. D'un point de vue cosmologique, elle s'effondre à une vitesse vertigineuse, mais je comprends que depuis en bas, tout puisse paraître différent et lent. Les choses doivent d'abord arriver. Toi, tu peux être prête pour une ascension, même en retard, mais d'autres ne le sont pas. Oui, j'ai l'impression que beaucoup d'événements se produisent en coulisses sans qu'on le sache, comme le fait d'avoir empêché le génocide de 2012. Oui. Et la Troisième Guerre mondiale a été empêchée une demi-douzaine de fois jusqu'à maintenant. Nous avons également interféré avec plusieurs massacres, autant que nous l'avons pu et partout. Beaucoup d'événements ont failli avoir lieu. Et d'autres ont été atténués. Nous avons abattu des missiles depuis le ciel de très nombreuses fois et ils n'ont jamais atteint leurs objectifs. Vers quoi se dirigeaient ces missiles ? Différents objectifs, des zones peuplées. Pour démarrer des guerres. Le plus récent a été stoppé en vol vers Hawaï, le mois dernier seulement. C'était pour commencer une guerre avec la Corée du Nord. Par qui avait-il été envoyé ? Par un sous-marin des États-Unis. Sous le contrôle de la cabale reptilienne. Mais le fait est que nous ne pouvons pas faire savoir à la majorité des humains sur Terre que c'est nous qui avons fait tout cela, ou nous serons à nouveau considérés comme des sauveurs. Cette lutte doit être menée par le peuple de la Terre. Et là aussi nous avons des problèmes ésotériques qui se posent, parce qu'il y a des collectifs ou des groupes de personnes qui s'incarnent ensemble et qui repartent ensemble, et c'est leur jeu d'expérimenter quelque chose qui est considéré comme négatif. Alors on ne peut pas trop interférer non plus. Le problème est de parvenir à comprendre et à évaluer quand nous pouvons et quand nous ne devons pas interférer. Et ce n'est jamais une tâche facile. Parfois oui, c'est assez clair, mais d'autres fois, c'est un grand débat, et nous sommes souvent pressés par le temps, donc nous devons prendre des décisions en une fraction de seconde. Ce sont principalement les équipages de combat qui doivent le faire, comme par exemple décider de détruire le missile ou non. Ok. Alors un grand merci pour tout ce que vous faites. Je suppose que le problème est que la plupart des gens ici ne se rendent pas compte de tout cela, et comme ils traversent beaucoup de souffrances à différents niveaux, ils aimeraient assister ouvertement à votre participation. Car il y a beaucoup de cruauté et de douleur ici. La majorité des gens qui souffrent sur Terre ne sont pas réels, ils sont un programme pour susciter une réponse émotionnelle chez les personnes réelles. Waouh! Ça c'est une déclaration forte. J'aimerais aborder très bientôt le sujet des personnes non réelles dans une vidéo. Bien sûr, les personnes réelles souffrent, mais elles entrent là-dedans avec un scénario qui a été conçu par elles-mêmes avant de s'incarner, et ce scénario fixe des limites claires par rapport à la souffrance. Chacune a conçu son scénario avec soin et en fonction de raisons personnelles. Et ce scénario est fixe, à moins que la personne décide un jour de sortir du mode automatique, comme la plupart le font, et de prendre le contrôle de tout ce qu'elle veut expérimenter sur Terre. Elle met le scénario en mode manuel. Pourquoi voudrait-elle expérimenter quelque chose de cruel et d'horrible ? Pourquoi une âme, quelle qu'elle soit, voudrait-elle expérimenter cela ? Parce que depuis l'autre côté, depuis l'au-delà, tu vois les choses différemment, et cela dépend aussi du point de vue des races extraterrestres qui s'incarnent. Cela peut être une expérience horrible pour toi ou pour nous depuis nos points de vue, tout en étant juste une expérience désirée depuis le point de vue d'autres personnes. C'est difficile à accepter, je sais, mais c'est la vérité. Certaines âmes arrivent avec un plan de ce genre. Et en fait, nous sommes contre ces plans d'incarnation,
car ils ne font que participer grandement à perpétuer le problème sur Terre, mais aussi à faire du mal aux autres en chemin. Mais ça, c'est au-delà de nous et de notre juridiction. Mais la douleur est la douleur. Peu importe depuis quel point de vue on regarde. Non? Je crains que non. Tant que l'on est dans la 3D, c'est de la douleur, mais depuis l'au-delà, c'est une expérience désirée. La douleur, l'expérience horrible, c'est juste un point de vue subjectif sur lequel nous sommes d'accord, toi et moi. Oui, mais tu la ressens. L'expérience est réelle. Oui, l'expérience est réelle parce que tu es réel. Mais c'est une expérience désirée. Ah. Ok, laissons cela de côté pour le moment. Voici la dernière question, ou le dernier commentaire, que j'ai, concernant la directive première. La directive mentionne également de ne pas interférer avec les races dont le niveau d'évolution est inférieur. Mais quand la 3D a été mise en place sur Terre, et nous l'expliquerons dans les prochains chapitres, nous n'étions pas une race inférieure. L'humanité était alors formée par des Lyriens et par vous, qui aviez des colonies sur Terre. Donc nous ne sommes pas une race inférieure. Et la 3D a été placée artificiellement, donc nous ne sommes pas dans une société en évolution naturelle. Par conséquent, votre soi-disant ingérence est justifiée. C'est exact. Et c'est aussi pourquoi nous interférons. Parce que, vous êtes une race qui a été rendue inférieure artificiellement, par une matrice qui a été placée là par d'autres. Cependant, depuis un point de vue plus élevé, c'est aussi par choix, parce que, depuis les règnes supérieurs, tout le monde a accepté de faire l'expérience de ce qu'il se passe maintenant. Donc de manière générale, il n'y a pas de victime ici. C'est un sujet très complexe. Oui, ça l'est, et je saisis de plus en plus la complexité de la situation. Merci beaucoup d'avoir été ici avec moi ce soir, Sfarou. Faisons une pause ici. Merci beaucoup à toi. Voilà, ce sont donc les points les plus importants de ce chapitre. La directive première est réelle et elle ne provient d'aucune manière de Star Trek, c'est totalement l'inverse, la directive première est une réalité. Deuxièmement, les interventions de la part des extraterrestres ont bien lieu. Je dis ça, parce que les gens disent toujours « ils ne nous aident pas », qu'est-ce qu'ils font? Eh bien en fait ils font beaucoup de choses pour nous, dont nous ne nous rendons même pas compte. Car ils n'ont pas besoin qu'on leur accorde notre crédit, ils ne demandent pas d'être reconnus pour leur travail en ce moment, ils le font en coulisses. Et dans notre monde et dans notre vie quotidienne, nous ne nous rendons pas compte de tout ça. Un autre point important à souligner est que la directive première n'est pas une loi stricte qui ne peut pas être enfreinte dans certains cas. Elle est flexible, et c'est plus un guide, une philosophie à suivre, qu'une loi super fixe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous allons entrer dans les thèmes de la matrice 3D et du piratage de cette matrice par les reptiliens. J'expliquerai tout ça. Et aussi, très important, car c'est un thème que tout le monde me demande d'aborder, j'expliquerai comment sortir de la matrice, comment la reprogrammer. Ça va être un thème très vaste et je pense que je vais le diviser en plusieurs chapitres, parce qu'il faudra détailler les clés. Mais ce sera un thème très important. La matrice et comment la reprogrammer. Et pour finir, je voudrais vous dire, s'il vous plaît, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne espagnole de mon ami Robert. Sa chaîne YouTube s'appelle Desperando Enigmas, parce que Robert est aussi en contact avec ces mêmes Pléiadiens de Taygeta. Et il partage beaucoup d'informations sur sa chaîne. Des informations du même genre que celles que je partage moi. Nous avons chacun notre propre style, mais s'il vous plaît, abonnez-vous. Et comme ça, vous pourrez suivre deux fils en même temps, les informations de nos deux chaînes YouTube. Voilà, je crois que c'est tout. Merci à Sfarou. Je veux tellement la remercier, car cette fille a tellement de patience avec moi, je la bombarde de questions, et parfois je comprends pas certaines choses et je tourne certains thèmes dans tous les sens. Mais elle a beaucoup de patience avec moi et c'est un être merveilleux, elle a beaucoup de connaissances, beaucoup de conscience, et en même temps, je dois dire que c'est une personne très humaine. Elle ressent beaucoup d'émotions, elle se fatigue parfois. Elle se pose aussi des questions comme moi sur certaines choses, sur l'univers. Et parfois on discute toutes les deux de ces thèmes, de la réalité, de comment fonctionne le monde et dans quel but, etc.
Car eux aussi là-bas se posent ces questions, sur le fonctionnement de la vie. Et même s'ils ont plus de connaissances et comprennent mieux la réalité, parce qu'ils sont plus proches de la source, ils sont aussi une extension de nous, et de nos propres questions métaphysiques. Donc c'est super intéressant de parler de cette manière avec une extraterrestre, au sujet de l'univers et de où allons-nous et de quoi il s'agit. Et c'est très intéressant de partager nos idées. Donc encore merci à Sfarou, merci beaucoup. Et merci à vous tous. Continuons tous ensemble. À bientôt. Je voudrais remercier Sfarou, Asket, Annika, et tous les Taïgésiens qui travaillent en coulisses, en dédiant leur vie pour la libération de l'humanité de la Terre, des griffes des contrôleurs. Et un remerciement spécial à Mayani.